Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1 pour le dernier carrefour de l'information de ce mercredi 16 décembre 2020. Le titre. 24 heures après sa nomination, Kwadwo Konan-Bertin était ce mercredi à l'hémicycle pour y rencontrer le président du Parlement. Une visite de courtoisie au cours de laquelle Kakabe est allé demander le soutien d'Amadou Soumaoro et recueillir ses conseils. On reste au Parlement où un film documentaire a été projeté aujourd'hui. Il s'agit d'un cinoche qui retrace le parcours de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dari-Diabaté, immortalisée et célébrée par les réalisateurs Idriss Diabaté et Philippe Calderón. Et puis se joue au cœur de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco, qui accueille au moins 30 000 visiteurs chaque année, vient d'être réhabilité par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Dans ce journal, nous irons à la découverte du poumon vert de la capitale économique ivoirienne, qui retrouve de sa superbe. Merci de suivre RTI 1. Nommé mardi par le président de la République, le ministre de la Réconciliation nationale a été reçu en audience ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Kwadwo Konan-Bertin dit Kakabe dit être venu prendre des conseils auprès de son aîné, le président Amadou Soumaoro, avec qui il entretient des liens étroits. Moussa Konaté. Après sa nomination en tant que ministre de la Réconciliation, c'est à l'hémicycle que l'ex-député de Port-Bouilly a décidé de faire ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions. Kwadwo Konan-Bertin est reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Quand on me fait un tel honneur et devant l'ampleur de la responsabilité, on a besoin de soutien et de bénédiction. Je suis venu donc saluer le président de l'Assemblée nationale, d'abord pour lui présenter ses responsabilités et demander sa bénédiction et son soutien, bien entendu, et recueillir donc ses conseils. Dans une telle mission, on a besoin d'écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience que nous, pour être sûr que nous sommes dans la bonne direction. Pour sa mission future, Kakabe se dit prêt et entend œuvrer pour la réconciliation selon la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. J'ai rencontré le président de la République. J'ai trouvé un président dans une dynamique de paix, de réconciliation. Dans ces conditions, nous devons donc mobiliser toutes nos énergies autour de lui pour l'accompagner dans cette dynamique. Ça veut donc dire que nous devons accepter de quitter résolument la belligérance pour nous installer définitivement dans la paix par le dialogue qui aboutit à la réconciliation. Le département ministériel de Kakabe aura pour mission essentielle le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et cette ambiance particulière à l'Assemblée nationale qui s'est transformée le temps d'une projection filmique en salle de cinéma. Un film qui retrace le parcours de la grande chancelière de l'Ordre national. Henriette Dari-Diabaté a été présenté aux parlementaires ce matin. Un film hommage à cette grande figure du pays, mais surtout pour ressasser les souvenirs perdus dans le ventre du temps. Le compte-rendu d'Hamza Diaby. Salle sombre, public attentif, les yeux rivés sur un grand écran où défilent des images, l'hémicycle ivoirien est transformé ce mercredi matin en salle de cinéma. Les députés suivent religieusement un film documentaire sur Henriette Dari-Diabaté, un modèle de parcours de vie. Ce film passe en revue sa vie, son enfance à Gagnoa, ses rapports avec son père, ses études d'histoire et ses travaux de recherche dans la Côte d'Ivoire profonde, sa vie amoureuse et surtout son combat politique aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà une dame, elle a été à l'école et elle a assumé, elle a continué, elle a fait sa thèse. Elle a intervenu au Collège de France. Donc, ça veut dire que vraiment quelqu'un, nous, pour tout le monde, pour les Ivoiriens, elle est d'une référence. Représentant sa mère, Jean-Philippe Kaboré dit toute la joie qui l'anime. Le vice-président de l'Assemblée nationale, président de cette session extraordinaire, en est tout aussi heureux. Quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui porte si haut
les valeurs que l'on partage un peu tous, d'abord en Côte d'Ivoire et un peu, on va dire, de façon universelle. Donc c'est un sentiment vraiment de fierté. Vraiment, c'est un honneur pour tous les députés d'avoir vu ce film-là ce matin. Encore une fois, beaucoup d'émotions. Née en 1935 à Bingerville, Henriette Dagri-Diabaté a occupé les postes de ministre de la Culture en 1990 et de ministre de la Justice en 2004. À travers ce film, cette femme d'exception est ainsi célébrée. Un hommage retentissant qui lui est rendu pour lui dire combien la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante pour sa grandeur, pour son combat et pour toutes ces valeurs qu'elle incarne aujourd'hui. Je vous le disais en ouverture de ce journal, il accueille chaque année entre 20 000 et 30 000 visiteurs. Le poumon vert de la capitale économique ivoirienne vient d'être réhabilité. Un relooking qui aura coûté 5 milliards 700 millions de francs CFA au Japon et au Fonds mondial pour l'environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement a visité le site. Une visite suivie par Grace Kando. Le parc national du Banco est le deuxième parc en milieu urbain au monde, après celui de Tijuca à Rio de Janeiro au Brésil. Il a une superficie de plus de 3400 hectares. Cette aire protégée vient de bénéficier de travaux de réhabilitation d'un coût de plus de 5 milliards 700 millions de francs CFA pour le rendre plus attractif. Des travaux financés par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Il était question de mettre l'accent sur le volet écotourisme. C'est la raison pour laquelle le FEM a bien voulu financer ce projet. Le FEM ne fonctionne pas tout seul, lui il est le bailleur de fonds. Il a ce qu'on appelle ses agences d'exécution et c'est avec le programme des Nations Unies pour l'environnement que ce projet est conçu. Nous sommes fiers de cet exemple que le gouvernement ivoirien donne en face du monde, mais aussi à la communauté internationale et au niveau de la sous-région. Nous sommes en pleine ville d'Abidjan, une grande ville, et vous ne pouvez pas imaginer qu'à cet endroit, il y a des coins qui n'ont jamais été touchés depuis l'Antiquité. Donc des forêts vierges dans une ville, c'est vraiment un élément exceptionnel à saluer. Au nombre des travaux réalisés, 3200 mètres linéaires de clôture, réhabilitation des guérites aux différentes entrées du parc, ouvrages pour l'embellissement du site et acquisition de matériel roulant. Pour apprécier l'ensemble des travaux réalisés, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite guidée des lieux. Je voudrais remercier nos partenaires, le gouvernement du Japon, le Fonds pour l'environnement mondial et tous ces financements qui nous permettent aujourd'hui de réhabiliter, de rénover et de sécuriser nos parcs. Je voudrais dire aux Ivoiriens que nos parcs sont des lieux d'attraction, sont des lieux touristiques, parce que le faisant, nous faisons la promotion de l'écotourisme. Donc les Ivoiriens doivent visiter ces parcs-là pour s'assurer que nous avons des joyaux, nous avons des trésors touristiques que nous devons exploiter, nous devons profiter de tout cela. Le parc national du Banco, principal réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan, 110 000 tonnes de particules de poussière captées par an, 70 000 tonnes d'oxygène rejetées annuellement. Il alimente 29 forages à partir de sa nappe phréatique, soit 40% du volume d'eau distribué. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, viennent de signer un partenariat. Gaoussou Touré et Sami Khadji ont noué un accord de renforcement, dit de capacité et de partage d'expérience pour le développement des chaînes de valeur du riz. L'accord permettra à la République de Corée de mettre en œuvre au profit de la Côte d'Ivoire, sur une période de 36 mois, un projet d'assistance à la production du riz. Le reportage de Jean-Luc Mangbo. Un autre partenariat et un nouveau projet pour la promotion de la riziculture en Côte d'Ivoire. Cette signature entre le ministre Gaoussou Touré et Sami Khadji, représentant de la FAO, offre à la Côte d'Ivoire l'expertise coréenne en matière d'amélioration de la chaîne des valeurs du riz. La Côte d'Ivoire est un des plus gros consommateurs par habitant de riz et c'est un secteur où la Côte d'Ivoire importe encore énormément de riz. C'est une perte financière et c'est une opportunité de croissance au niveau économique au sein de la Côte d'Ivoire qui est manquée. Donc cet accord de partenariat répond à une demande du ministre
en ce qui concerne l'appui technique, le transfert de technologie. Le projet qui sera mis en œuvre sur une période de 36 mois rentre dans le cadre de la stratégie nationale de développement du riz mise en place par le gouvernement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour ne pas importer un seul kilo de riz. Donc, il s'agit de tout mettre en œuvre pour que ces atouts que nous avons, parce qu'il y a suffisamment d'eau, nous avons des grands fleuves, donc il faut partir de ces fleuves-là maintenant pour qu'effectivement on puisse irriguer les différentes parcelles. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'un coût total estimé à environ 700 millions de francs CFA, ce projet de renforcement cible outre la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et les Philippines. Par ailleurs, la lutte contre la pourriture brune des cacaoyers s'intensifie dans le milieu agricole. Les chercheurs continuent leurs recherches pour l'éradication de cette maladie qui angoisse les producteurs de cacao. Ils viennent de mettre au point 2 pesticides élaborés à partir de matières naturelles. Le reportage de Jeanne Toubé. Les chercheurs du CEA-CCBAD, Centre d'excellence africain pour le changement climatique, les producteurs de cacao issus de 30 coopératives, les experts du projet PSI s'accordent sur l'efficacité des produits phytosanitaires NECO et Astoun, 2 biopesticides à action préventive et curative élaborés pour lutter contre la pourriture brune des cacaoyers. Le NECO 50 EC qui est déjà homologué, mais sur la cercosporiose noire du bananier. Il s'agit de faire une extension de ce produit-là pour son utilisation sur le cacaoyer. Pour ce qui est de Astoun, il s'agit de faire l'homologation du produit. Une fois que le produit est homologué, ça veut dire que le ministère de l'Agriculture a donné son quitus pour sa commercialisation, pour sa vulgarisation. Au lieu d'utiliser des fongicides de synthèse qui sont un danger pour l'environnement et pour la santé du planteur, nous avons utilisé des biopesticides produits par l'université qui étaient issus de produits qu'on connaît, qu'on consomme tous les jours. Les 2 biopesticides mis au point par le CEA-CCBAD ont été testés dans le champ école du projet PSI, projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, sur une superficie de 5 hectares de cacao. Les résultats ont été satisfaisants en termes de productivité, protection des producteurs eux-mêmes et sauvegarde de la biodiversité. À titre d'exemple, la production de cacao sur cette parcelle a été de 2 tonnes grâce à l'utilisation des biopesticides, contre 750 kg avec les pesticides chimiques. De plus, la pourriture brune des cacaoyers a été réduite de 10 à 15%. Une collaboration gagnante, CEA-CCA, Projet PSI et le champ école des Aguiers au bénéfice de l'agriculture et de l'environnement. 2 objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion des alternatives aux pesticides chimiques, de sorte à réduire la pression chimique liées aux pesticides sur l'ensemble des matrices environnementales. C'est aussi aller vers le développement d'une agriculture durable avec de nouvelles pratiques. L'autre objectif, c'est de faire en sorte que la lutte intégrée des nuisibles prenne en compte les biopesticides. Grâce au travail des chercheurs du Centre d'excellence africain pour le changement climatique, jugé remarquable par leurs pairs, le champ école des Aguiers a obtenu l'Award 2019 du World Cocoa Foundation. Avec cette reconnaissance internationale, l'utilisation du NECO et de l'Astoun augure de bonnes perspectives pour l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. Un mot de défense à présent. La future Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville a accueilli son premier exercice de grande envergure. Un exercice qui aura permis de mettre en exergue la coordination opérationnelle des unités spéciales ivoiriennes dans une situation de prise d'otage. Des unités de lutte contre le terrorisme qui ont bénéficié de nouvelles technologies de lutte contre le terrorisme et la libération d'otages. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Le calme qui régnait sur le littoral vient d'être rompu. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. Alertés, les forces de défense et de sécurité organisent l'intervention. Dans l'urgence, un poste de commandement mixte force spéciale unité d'intervention de la gendarmerie nationale est mis en place. Les unités spéciales à bord de véhicules blindés convergent à la hâte vers le site, débarquent et prennent position. L'opération de libération d'otages est enclenchée avec efficacité et prudence.
L'unité d'intervention de la gendarmerie nationale en première ligne investit le bâtiment. Pris à partie, le premier plastron est neutralisé. Le rez-de-chaussée est sécurisé. Au même moment, les forces spéciales héliportées une fois au sol se rendent au poste de commandement point briefing. Après plus d'une heure d'assaut, les unités spéciales et de sécurité ont repris le contrôle du bâtiment. À ce stade, 5 terroristes ont été tués. 12 otages ont été libérés et exfiltrés par la suite hors de la zone d'opération. L'équipe médicale du groupement des sapeurs-pompiers militaires procède à l'évacuation et à la prise en charge des blessés. Cet exercice de grande envergure, le premier sur le site de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, vient mettre en exergue la coordination opérationnelle des 2 unités des forces spéciales ivoiriennes et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale dans une situation de prise d'otage. L'éventail de nouvelles techniques individuelles et collectives nécessaires à la résolution d'une prise d'otage a été revisité. Les chefs des grands commandements ont effectué une visite du site pour s'enquérir de l'efficacité des unités spéciales sur le terrain. La lutte contre le terrorisme nécessite l'acquisition de savoir-faire particuliers, notamment pour les unités d'intervention. Et cette acquisition ne peut se faire que par l'entraînement, le drill. Il est donc important pour nous de pouvoir regrouper régulièrement nos unités pour les amener à travailler sur des objectifs spécifiques, de sorte que tous parmi eux puissent acquérir les réflexes nécessaires. Cette action dynamique est le couronnement de tout premier stage de formation tenu sur le site de Jacquesville, dénommé technique de contre-terrorisme et de libération d'otages. Il est initié par les cadres français en charge des modules de formation et d'entraînement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de l'assistance militaire opérationnelle des forces françaises au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, depuis ce mercredi, les États généraux des marchés de Côte d'Ivoire se tiennent à Grand-Bassam. La rencontre constitue un début de réponse à toutes les problématiques dans nos espaces marchands, notamment celles liées aux récurrents incendies. La prévention des sinistres liés globalement à des défections techniques est au cœur des échanges. Lansine Bakayoko. Les marchés de Côte d'Ivoire font face à de multiples problématiques. Ces problématiques ont pour nom le désordre, l'insalubrité, l'insécurité, mais surtout les incendies. De 2013 à 2020, 20 marchés sont partis en fumée. Sur les 30 dernières années, on en compte 65. Ces états généraux marquent donc le début d'un véritable diagnostic. L'organisation de ces assises s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions concertées pour la mise en œuvre d'une véritable politique de développement des infrastructures à marché en Côte d'Ivoire. En plus de l'énorme coût social, les incendies dans les marchés engendrent des pertes financières considérables pour les commerçants. Nous proposons que l'État et les commerçants soient impliqués et dans la construction des marchés et la gestion de ces marchés pour que vraiment ces phénomènes d'incendie des marchés puissent diminuer dans notre pays. Des commerçants appauvris, mais aussi des communes complètement fragilisées. Face à tous ces défis, il s'agit pour la Côte d'Ivoire et son gouvernement d'élaborer une matrice d'action afin de disposer d'espaces marchands modernes en conformité avec les standards internationaux. Il s'agit de permettre à notre pays de disposer d'infrastructures à marché et de centres commerciaux modernes, respectant les normes internationales et répondant aux exigences des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 3 à 5 millions de personnes exercent dans les marchés. Dans quelques instants, le point de la situation de la Covid-19 au 16 décembre 2020.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 16 décembre 2020, 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 1391 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 16 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 741 cas confirmés, dont 21 364 personnes guéries, 133 décès et 244 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 237 469. Offrir de l'eau potable à toute la population sur le territoire national, c'est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Et pour y parvenir, le ministre de l'Hydraulique met les bouchées doubles. À l'initiative de la direction des ressources humaines du dit ministère, les acteurs du secteur de l'eau renforcent leurs capacités managériales et techniques afin de répondre aux exigences d'évolution technologique. Objectif, accroître les compétences des ressources humaines. Jeanne Atoubé, Jean-Marc Djadji. Venus des 31 régions et du district autonome d'Abidjan, les acteurs du secteur de l'hydraulique renforcent leurs capacités managériales et techniques au centre des métiers de l'eau de Yopougon. Le ministère de l'Hydraulique entend assurer la couverture du territoire à 95% en eau potable avec la réalisation de plus de 4000 forages d'ici 2025. Des défis qui nécessitent des ressources humaines compétentes. La formation est l'essence de tout succès. Ce séminaire qui devrait contribuer à poser les bases futures de nos succès. En effet, la conception et la réalisation de ce séminaire est la manifestation, Monsieur le ministre, de la synergie que vous avez su instaurer entre les différents acteurs du secteur de l'hydraulique. Selon les statistiques du ministère de l'Hydraulique, 30% d'ingénieurs spécialisés pour 70% de personnel d'appui. Pour Laurent Tchagba, il faut accroître les performances et assurer la relève. Dans 3 ans, il y a un certain nombre de cadres qui vont aller à la retraite et le déficit va se creuser. Donc nous anticipons pour que rapidement on puisse mettre un système en place pour former des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des agents pour qu'ils remplacent ceux qui vont aller à la retraite dans 3 ans. Pour la réussite et la facilitation de leurs tâches sur le territoire, les directeurs régionaux ont reçu des outils technologiques composés de tablettes et d'accessoires. Cette rencontre, qui s'étend sur 3 jours, a été financée par le Fonds de développement de la formation professionnelle. Et bientôt, les usagers de la Sotra, la Société des transports abidjanais, sauront exactement à quel moment prendre le bus. L'entreprise vient de signer un partenariat avec Zenbus, une entreprise française. Le mariage qui permet à Zenbus de mettre en œuvre une application digitale qui permettra aux abonnés de la Sotra de connaître l'heure du passage de bus. Le reportage de Cheikh Aboubakar connaît. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère dans la gestion du système d'exploitation de la Société des transports abidjanais, Sotra. Mais pas que. Elle va également offrir la possibilité aux usagers des autobus d'éviter de longues heures d'attente aux arrêts de bus. Ces dispositions vont permettre d'améliorer la gestion du temps de nos clients parce qu'à partir de leur smartphone, ils pourraient gérer leur temps de déplacement et savoir à quel moment il faut venir à l'arrêt pour ne pas perdre beaucoup de temps. Chaque voyageur verra sur son smartphone les bus se déplacer plus ou moins vite en fonction des congestions, mais ils les verront, ça sera des vrais bus. Ça sera sur le smartphone et aussi sur tout terminal connecté, un ordinateur. D'ici à 6 mois, selon les estimations de l'opérateur français, 80% du système de la Sotra sera opérationnel. Le projet en lui-même est prévu s'étendre sur 12 mois. Il a été financé à hauteur de 378 millions de francs CFA par le Trésor français. Un don salué par le ministère en charge des Transports. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va dans la droite ligne de ce que cette coopération a toujours été. Et je voudrais en tout cas m'en réjouir à nouveau. La problématique de la mobilité à Abidjan se pose avec acuité. Ce sont 15 millions de déplacements tous les jours, avec une offre de transport insuffisante. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perd chaque année 2 points de croissance du fait de la difficulté de mobilité dans le Grand Abidjan. Autre chose à présent, les gestionnaires du patrimoine de l'État sont en conclave à Grand Bassam. Ils font le point sur le processus d'exécution de la directive de l'UEMOA portant mise en œuvre de la comptabilité matière. Il s'agit pour eux de dresser le suivi comptable de tous les biens meubles et immeubles de l'État de Côte d'Ivoire. Le point de la rencontre avec Lanciné Bakayoko.
Ils sont en grande partie gestionnaires du patrimoine de l'État. Ils sont à Grand Bassam pour évaluer le processus de mise en œuvre de la comptabilité matière en Côte d'Ivoire. Une directive de l'UEMOA qui a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien meuble et immeuble, propriété ou possession de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées, ainsi que des établissements publics nationaux. Il fallait que tous les acteurs, qu'on se retrouve pour échanger, parce que les pratiques sont diverses d'un ministère à l'autre, mais comme la direction du patrimoine de l'État a pour mission donc de coordonner toutes les informations de l'ensemble des ministères en vue donc de nourrir donc le comptable public, d'informer le comptable public sur la situation patrimoniale de l'État. L'inventaire du patrimoine de l'État permettra à tout moment de disposer des informations sur les biens existants et leur mouvement sur le double aspect de la quantité et de la valeur, ce qui favorisera un meilleur contrôle de leur utilisation. On peut avoir des biens qui ne sont pas forcément connus ou recensés ou valorisés, parce qu'il y a un des pans importants aujourd'hui qui est donc vraiment la valorisation à l'instant T des biens de l'État. Toutes ces réformes ont vocation d'améliorer la gouvernance publique et d'améliorer la gestion des avoirs physiques de l'État. Politique à présent, la présidente de la Fédération des partis libéraux et sa délégation ont rencontré la direction du RHDP. Les échanges ont porté sur la participation massive des femmes au processus électoral et leur présence à des postes politiques, entre autres. Hakima El Haïté a aussi profité de l'occasion pour féliciter le chef de l'État. Le compte-rendu d'Éric Goré. Arrivé en Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara, la présidente mondiale de la Fédération des partis libéraux s'est entretenue avec la direction du RHDP au siège du parti. Hakima El Haï a non seulement félicité le RHDP pour sa victoire à l'élection du 31 octobre dernier, mais elle a également plaidé pour que la gente féminine soit de plus en plus représentée à des postes politiques. Derrière la grande victoire qu'a réalisée Monsieur le Président, eh bien, il y a une grande équipe qui est ici présente et qui a, de par son organisation, de par l'organisation du parti, la direction de la campagne, a pu faire ce résultat. J'ai aussi une observation, je vois que les femmes sont sous-représentées, mais je suis aussi engagée et je me suis engagée avec Monsieur le directeur et Madame la directrice adjointe pour porter un projet pour que les femmes aient leur place dans la politique au niveau de votre pays. Pour Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, son parti est absolument en phase avec cette idée. On a donc discuté de la mise en place d'une plateforme permettant donc aux femmes, à travers donc Madame la ministre Anouloto, de donner beaucoup plus de chances, beaucoup plus de place aux femmes, conformément à la directive du président Alassane Ouattara, lors de son dernier conseil de ministres, qui a donc demandé que soit portée à 30% la représentativité des femmes. C'est donc un objectif très fort pour nous. Nous avons aussi échangé sur l'avenir de la jeunesse, sur la formation professionnelle, autant donc de sujets qui ont été évoqués par le président de la République lors donc de l'investiture. Le RHDP est un parti libéral dont le credo est la promotion de la liberté individuelle, le rassemblement de tous les Ivoiriens et également le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'actualité hors des chenaux nous conduit au Libéria où, selon les résultats provisoires publiés mardi par la commission électorale, le oui l'a emporté dans les 5 comtés où le dépouillement a pris fin à l'issue du référendum du 8 décembre dernier. Si la tendance se confirme dans les 10 autres comtés, la double nationalité et la réduction du mandat présidentiel de 6 à 5 ans voulu par le président deviendront effectives. Mais George Weah pourrait subir un revers au Sénat. En effet, sur les 7 comtés entièrement dépouillé, l'opposition en remporte 4 contre 2 pour la formation de l'ex-star du ballon rond et 1 pour un candidat indépendant selon l'autorité électorale.
Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Agréable soirée à tous sur notre chaîne et bonne suite de programme. Bonsoir.